Aujourd'hui, notre territoire et notre population connaissent des crises interminables depuis plusieurs années et notre avenir est sérieusement menacé. L'avenir de notre jeunesse, l'avenir de nos enfants, principales victimes de la violence criminelle des gangs armés dans l'Ouest, l'Artibonite et le Centre, est en danger. La nation haïtienne, dans son écrasante majorité, attend impatiemment la reconquête des quartiers et régions que plus d'1 million de nos concitoyens ont dû fuir. Notre responsabilité est grande face aux attentes d'une population contrainte à vivre dans la peur et dans des conditions insalubres des camps de déplacés. Contrairement à ce que certains secteurs veulent faire croire, les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre et les membres du gouvernement se concertent activement pour trouver la meilleure réponse aux attaques des gangs. Certaines de ces réponses peuvent être apportées dans un court délai, telles la neutralisation de certains gangs. D'autres, comme la réparation des quartiers, le développement économique, la gouvernance politique et l'amélioration des ressources humaines, exigent des ressources de plus grande envergure. Mesdames, Messieurs, l'esclavage est un crime contre l'humanité et reconnu par l'État français, et Haïti est l'unique ancienne colonie française à avoir été contrainte d'indemniser les esclavagistes pour s'être débarrassé de ces derniers au prix du sang de dizaines de milliers de combattants de la liberté. Cette année, nous commémorons le bicentenaire de l'imposition de la rançon de l'indépendance d'Haïti. C'est en effet le 17 avril 1825 que la France, sous la menace des 526 canons de 14 navires de guerre ancrés dans la rade de Port-au-Prince, a imposé à Haïti le versement d'une rançon de 150 millions de francs or, évalué environ entre 30 et 100 millions de dollars actuels, pour indemniser les colons des 500 000 esclaves et des plantations perdues. En échange, la jeune nation serait reconnue par les gouvernements européens. Ramenée en 1838 à 90 millions de francs or, équivalent à environ 20 à 80 milliards de dollars, et pour s'acquitter de cette dette, Haïti en contractera d'autres à des taux usuraires auprès des banques françaises et s'efforça à les payer tout au long du XIXe siècle et d'une bonne partie du XXe siècle. C'est ce qu'on a appelé la double dette. Le traité imposé à Haïti incluait des exigences de paiement partiel en café, en sucre, en bois de campèche et autres bois précieux ou de construction, tous à des prix et tarifs douaniers préférentiels, ce qui a contribué à la destruction de notre environnement et de notre économie. C'est une rançon que le peuple haïtien paiera sur 2 siècles, jusqu'en 1952, date du paiement des derniers intérêts. Malheureusement, le paiement de cette rançon a surtout impacté la paysannerie haïtienne en l'appauvrissant et a contribué à compromettre de manière significative le destin et les perspectives de développement de notre jeune nation. Le procès de la consolidation de la dette en 1897 a mis à découvert la corruption et les spéculations malhonnêtes découlant de cette odieuse rançon. Au cours de ce procès ont été dévoilées des pratiques de double paiement, de faux bons du Trésor, etc., impliquant de nombreux banquiers, hommes d'affaires étrangers et haïtiens, et aussi des politiciens et militaires haïtiens. Si nous ne pas payer dette ça pendant plus passé 150 l'année, nous ne pas en retard dans point ça. Par conséquent, aujourd'hui, 17 avril 2025, nous envoyons un message clair aux différents peuples de la communauté internationale. Haïti exige la restitution de cette rançon et la réparation des torts d'un régime esclavagiste ayant duré plusieurs siècles. C'est pourquoi, depuis le 5 août 2024, notre État a rejoint le CARICOM et sa revendication de réparation et restitution. C'est une nécessité
pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. En ce sens, le Conseil présidentiel de transition invite aujourd'hui toutes les associations et organisations internationales, les artistes et citoyens illustres à travers leurs actions et leurs voix à faire entendre cette exigence. Nous ne saurions terminer sans adresser nos hommages aux efforts du président Jean-Bertrand Aristide, qui le premier, en 2003, souleva formellement la question de la rançon en faisant évaluer son coût cumulatif, ce qui entraîna la formation par le président Chirac de la commission présidée par Régis Debré d'un côté et de l'autre par le ministre du MAV de l'époque. Cette commission produisit un rapport resté sans suite. Rendons aussi hommage à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est en train de nous aider à construire un pont qui renforcera les liens entre Haïti et la France. Un hommage particulier et soutenu à toutes celles et tous ceux qui se sont battus et luttent encore pour la reconnaissance d'une injustice faite à un peuple dont le seul crime fut d'aspirer à la liberté. Finalement, nous prenons acte de la note de presse de l'Élysée produite pour marquer la date historique du bicentenaire de l'ordonnance du 17 avril 1825. Le président Macron a tenu la promesse qu'il nous avait faite le 29 janvier 2025 et nous lui devons notre respect. Liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. Arrêté portant création du Comité national haïtien de restitution et réparation. Le Conseil présidentiel de transition. Régine Abraham, Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertiller, Leslie Voltaire. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 6 janvier 2016 fixant les missions et attributions des organes et services de la présidence de la République, vu la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances, vu le décret du 11 mars 2020 portant organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant que l'Université d'État d'Haïti a créé le 10 mai 2024 un groupe de travail sur les réparations liées au colonialisme et à l'esclavage, ainsi que sur la restitution de la dette de l'indépendance et des autres rançons versées par Haïti aux puissances dominantes au 19e et 20e siècle. Considérant que la communauté caribéenne, CARICOM, a créé en 2013 une commission des réparations en tant qu'organe régional destiné à établir la base légale et éthique pour le paiement des réparations par les gouvernements des anciennes puissances. Considérant que, par note diplomatique en date du 5 août 2024, le ministère des Affaires étrangères a notifié à la CARICOM l'intégration d'Haïti à sa commission des réparations et que cette représentation se fera à travers le groupe de travail de l'Université d'État d'Haïti, devenu par la même occasion Comité national haïtien de restitution et réparation. Considérant que le recteur de l'Université d'État d'Haïti a été désigné représentant d'Haïti à la commission des réparations de la CARICOM. Considérant que, lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, le président du Conseil présidentiel de transition a confirmé le rôle du Comité national haïtien de restitution et réparation dans la quête d'Haïti de justice réparatrice. Considérant qu'il est nécessaire pour Haïti, comme membre de la CARICOM, de participer aux différentes activités de cette commission pour la réalisation d'études historiques
juridiques, économiques et politiques relatives au dossier des réparations. Considérant que la République d'Haïti représente une figure historique fondamentale parmi les pays victimes de la traite négrière et de l'esclavage. Considérant que les dossiers relatifs à la restitution et aux réparations revêtent une importance capitale de la problématique de la reconstruction nationale. Considérant qu'il convient de formaliser le cadre de fonctionnement du Comité national haïtien de restitution et réparation. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et des cultes, et après délibération en Conseil des ministres, arrête. Article 1er. Il est créé un comité national haïtien de restitution et réparation, si après désigné comité, chargé de fournir à l'État et à la société les arguments économiques, financiers, juridiques et éthiques nécessaires à la sensibilisation, au plaidoyer et à la mobilisation en faveur des réparations liées à l'esclavage et à la colonisation, ainsi qu'à la restitution des rançons versées par Haïti aux puissances dominantes au XIXe et XXe siècle. Article 2. Le comité est rattaché au rectorat de l'Université d'État d'Haïti et collabore étroitement avec le ministère des Affaires étrangères pour la représentation d'Haïti auprès de la Commission des réparations de la communauté caribéenne et des autres instances internationales. Article 3. Le comité a pour mission de, premièrement, conduire des études et des enquêtes pour compléter et renforcer le dossier relatif aux réparations et à la restitution des rançons. Deuxièmement, entreprendre les démarches nécessaires pour finaliser le calcul des montants à réclamer en tenant compte de leur valeur actuelle. Troisièmement, informer et sensibiliser l'État haïtien ainsi que les secteurs organisés de la société haïtienne sur les divers éléments constitutifs du dit dossier en fournissant des données précises et détaillées. Quatrièmement, diffuser et publier les informations concernant le dit dossier à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, incluant les différents regroupements des collectivités territoriales à divers niveaux. Cinquièmement, identifier tous les acteurs nationaux et internationaux susceptibles de contribuer à l'avancement du dit dossier en établissant des partenariats stratégiques et en mobilisant les ressources nécessaires. Sixièmement, prendre les dispositions nécessaires pour former une grande coalition d'acteurs nationaux et internationaux visant à faire aboutir le dit dossier de manière efficace et concertée. Septièmement, représenter Haïti à la Commission des réparations de la CARICOM et des autres instances internationales. Huitièmement, veiller, en collaboration avec la société civile, à l'utilisation rationnelle, efficiente et transparente des ressources qui seront obtenues en termes de restitution et réparation. Article 4. Le comité est composé des 21 membres suivants. Un représentant de la présidence, un représentant de la primature, un représentant du ministère des Affaires étrangères, un représentant du ministère des Finances, 5 représentants de la société civile haïtienne, 12 personnalités du monde académique et scientifique d'Haïti et de l'étranger. Les travaux du comité sont coordonnés par un président assisté d'un secrétaire exécutif choisi parmi ses membres. Article 5. Les membres du comité sont nommés par arrêté présidentiel sur recommandation du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Article 6. Le comité détermine les fonctions de chacun de ses membres. Il établit ses règlements internes qui seront soumis à l'approbation du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Article 7. Le comité dispose d'un secrétariat exécutif dont les attributions seront définies dans les règlements internes. Article 8. Le comité collabore avec les organismes publics et privés en Haïti et à l'étranger dans l'accomplissement de ses missions. Article 9. L'État haïtien met une dotation spéciale dans le budget de l'Université d'État d'Haïti pour couvrir les frais de fonctionnement du comité. Article 10. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti pourra recevoir des ressources et financements additionnels
provenant des organismes publics et privés nationaux et internationaux intéressés aux dossiers relatifs aux réparations et à la restitution des rançons. Article 11. Le comité gère son budget annuel de fonctionnement d'après les règles de la comptabilité publique sous la supervision de la direction administrative et financière du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Il dressera son rapport annuel financier qu'il communiquera régulièrement au Conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti. Chaque 6 mois, le comité adresse à la présidence et à la primature un rapport détaillé sur l'avancement de ses travaux. Article 12. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 14 avril 2025, en 222e de l'indépendance. Par le Conseil présidentiel de transition, suivent les signatures. À présent, mesdames et messieurs, je vous donne lecture de la certification du choix de Mme Gusti Clara Gaillard-Pourchet comme membre de la commission mixte franco-haïtienne sur la dette. Liberté, égalité, fraternité. Palais national, le 15 avril 2025, en 222e de l'indépendance. Par les présentes, la citoyenne Gusti Clara Gaillard-Pourchet est nommée membre de la commission mixte franco-haïtienne sur la dette, signée par son Excellence M. Fritz Alphonse Jean, président du Conseil présidentiel de transition. En 1825, le baron de Mako est envoyé en Haïti par Charles X pour fixer le montant et les modalités de l'indemnité dans le but de compenser les anciens propriétaires d'esclaves pour leur perte de propriété à la suite de la révolte de 1791 et de la proclamation de l'indépendance de 1804. C'est un rapport qui nous a permis de mieux comprendre le contexte qui conduisit l'État monarchique français à imposer en 1825 à Haïti un lourd tribut de 150 millions de francs or. Juste une parenthèse, surtout pour le ministre de la Culture. En 1814, le roi Louis XVIII envoya 3 agents dans l'île d'Auxion-la-Veille, Graveman et Franco Medina, pour traiter avec les Haïtiens sur leur retour sous la domination française. Tandis que le premier fut reçu par Pétion, Christophe fit enfermer le 3e comme étant coupable d'espionnage. Pendant 4 ans, il fut enfermé dans la prison du Cap. Après ce temps, on n'entendit plus parler de lui. Fermons la parenthèse. La publication du rapport Mako jette un éclairage sur un pan de notre histoire économique obscurci à dessein pour mieux asseoir dans les esprits un discours de pessimisme anthropologique. Certes, la mauvaise gouvernance, et d'ailleurs héritage d'aujourd'hui, les querelles intestines, les crises récurrentes, somme toute, les aléas d'un État en gestation ont retardé la structuration de son économie au détriment du bien-être collectif. Le prix du sang n'aura donc pas suffi pour libérer les Africains sur l'île de Saint-Domingue du joug de l'esclavage. Comme une forme de négation de notre contribution exceptionnelle à l'histoire de l'humanité, le nouvel État haïtien, né de la glorieuse bataille de Vertières du 18 novembre 1803, a dû se plier aux exigences de l'ordonnance de Charles X, parue le 17 avril 1825. L'indemnité de 150 millions de francs or imposée pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti représentait 10 années de recettes fiscales pour ce territoire ravagé par la guerre et devait être payée en 5 ans à la Caisse des dépôts et de consignation pour le compte des anciens colons français. De plus, écoutez, chers amis, le ministre de la Marine,
le comte de Chabrol, précise pour le porteur de l'ordonnance, en parlant au baron de Macron, d'insister que l'emprunt pour honorer l'indemnité soit réalisé en France. Cette sommation doit se lire aujourd'hui comme la réparation pour des préjudices causés aux colons par cette révolution de libération. Le baron missionné par Charles X arrivait en Haïti avec de savants tableaux lui permettant d'expliquer au président haïtien Jean-Pierre Boyer que l'indemnité exigée ne représentait pas grand-chose par comparaison aux pertes véritables des colons. Il avait surtout avec lui une solide canonnière. Et c'est clairement sous la menace militaire que les dirigeants haïtiens acceptèrent le compromis proposé. Il nous faut toutefois bien situer les méfaits de la dette issue de cette indemnité scélérate dans la matrice de contraintes au développement de cette économie de plantation, jadis florissante bien sûr, mais ravagée par l'effet des chocs de guerre. Christiane Taubira nous rappelle que cette indemnité n'est certes pas la seule cause des retards économiques et sociaux d'Haïti, mais elle a incontestablement constitué une ponction financière considérable, handicapant et limitant durablement l'accumulation de capitaux et la modernisation de l'appareil productif ici en Haïti. En effet, il faut situer la révolution haïtienne dans le contexte du commerce triangulaire qui constituait jusque-là une source significative de revenus pour les budgets des grandes métropoles européennes. Pour ce faire, un déplacement important de population, entre 11 millions et 12 millions d'Africains, s'est opéré dans les conditions les plus abjectes. De grandes compagnies de commerce, protégées par le pouvoir royal, assuraient la livraison des produits tirés des colonies aux ports européens. Le commerce de Saint-Domingue représentait le tiers du commerce de la France. Cette économie d'extraction contribuait à hauteur de 20% au PIB français en 1778. L'émancipation de cette nouvelle République noire y apportait un cran d'arrêt qu'il fallait vite réprimer pour éviter toute contamination des autres territoires. En fait, il fallait faire en sorte que les autres perçoivent l'expérience haïtienne comme le chemin à ne pas emprunter. Ce substantif, haïtianisme ou haïtianité, devait charrier aux yeux des autres rêveurs de liberté des images d'isolement, de pauvreté et de décadence. Donc, un exemple insignifiant, voire stupide. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas souvent entendu des hymnes tels « Les Haïtiens n'étaient pas encore prêts pour la liberté ». De grands moyens ont été déployés pour construire cette mémoire alternative de la conquête de la liberté des Haïtiens. L'accord sur l'indemnité a été obtenu sous la menace crédible d'une flotte de 14 navires armés de 528 canons, comme l'a répété d'ailleurs le président Leslie dans la rade de Port-au-Prince. Ce que Blancpain dans ce livre qualifie d'argument diplomatique convaincant. Mais le plus effarant fut le montant des annuités de 30 millions de francs pendant 5 ans et les conditions de paiement de la dette octroyée pour ces engagements. Une analyse sommaire des arrangements financiers pour l'octroi de l'emprunt révèle des photos roses recelant une volonté délibérée de dépecer cet État déjà affaibli par la guerre. L'État haïtien a dû recourir au marché financier de Paris pour la levée des fonds par l'émission d'obligations. Après plusieurs tentatives non fructueuses de mise en marché des obligations haïtiennes, à hauteur de 30 millions de francs pour la première annuité, elle fut finalement abjuguée le 3 novembre 1825. Le consortium Laffitte acheta l'emprunt à 800 francs pour chaque obligation de 1000 francs, émise bien sûr, soit 24 millions de francs. Les 6 millions restants furent versés par le Trésor haïtien à la Caisse des dépôts. L'expression « la double dette »
dérive donc de l'ordonnance de l'indemnité à payer aux anciens colons, réduite à 126 millions, et la dette de l'emprunt due aux détenteurs des obligations de 30 millions de francs. Mais ce n'est pas tout, chers amis. Cet État exsangue devait aussi consentir une remise de 50% sur les droits de douane pour tout navire battant pavillon français. Ces ponctions sur les finances haïtiennes et l'isolement international concerté par les puissances étrangères auront largement handicapé l'insertion de l'économie haïtienne dans le grand commerce international et constitué des mécanismes néfastes à l'accumulation du capital ici en Haïti. Le consensus outre-Atlantique était d'étouffer dans l'œuf cette émancipation pour éviter la contamination de l'opinion dans les colonies jusqu'alors soumises. Haïti avait donné le ton. Il fallait le réduire au silence et surtout provoquer l'échec manifeste de pareilles démarches. Toute une stratégie d'isolement a été mise en place pour bloquer son acceptation dans le concert des nations et par voie de conséquence, sa capacité à valoriser ses ressources dans les échanges internationaux. De plus, les richesses produites et monétisées au niveau international par le truchement de puissances rivales sont frappées des injonctions de l'ordonnance de Chaldis et phagocytées par la réduction de 50% des droits de douane pour les navires battant pavillon français. Il fallait le répéter. Pour cet État-nation en gestation, à peine sorti des affres de la guerre, l'accumulation de capital devenait une chimère. D'autant plus que le cours du café, principale ressource du pays, avait chuté de 140 francs la livre en 1825 à 83 francs la livre en 1830. Tout compte fait, Haïti traînera ce fardeau financier pendant 125 ans. Il fallait déconstruire dans l'imaginaire de cette communauté d'hommes et de femmes de descendance africaine que cette liberté arrachée aux colonisateurs soit source d'une vie de paix et de prospérité partagée. La méthode la plus sûre de freiner la propagation de cette idéologie était de faire de cette terre de liberté un espace de pauvreté incapable même de nourrir sa population. Haïti devait être un État paria, simplement une illusion. Haïti ne devait pas être une appellation désignant un pays ou une nation, mais plutôt un nom renvoyant à la pauvreté, le dénuement, la désolation, malgré ses richesses, encore objet de convoitise des uns et des autres. Aujourd'hui, ce pari se gagne encore, avec certes la complicité de certains fils et certaines filles dénaturées de cette nation. Il y a donc là une réalité à assumer, celle d'une déconstruction programmée. Le rapport Macron nous rappelle donc aujourd'hui, à plusieurs niveaux, nous interpelle, aujourd'hui, à plusieurs niveaux, la nécessité d'installer une autre conversation avec la France, ce qui se fera bien sûr avec la commission mixte. De deux, l'obligation de mieux éclairer nos compatriotes et nos partenaires étrangers sur la vraie nature de la violence qui secoue actuellement les fondements de la nation. Et le 3, pour finir, l'urgence de travailler à l'instauration d'un imaginaire collectif à la lumière de la vérité de l'épopée de 1804, à la lumière de la vérité des sacrifices de nos ancêtres.